tu as dit que Wikipédia vaincrait Gutenberg. Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une affaire de bataille ou de victoire. La preuve, c'est que lorsqu'on a inventé l'écriture, on ne s'est pas arrêté de parler. Lorsqu'on a inventé l'imprimerie, on ne s'est pas arrêté d'écrire. Et lorsqu'on a inventé Wikipédia, on ne s'est pas arrêté d'imprimer, puisqu'on a même une imprimante à la maison. Donc ce n'est pas forcément des brutalités, des changements complets. Il y a quelquefois des accumulations. Ça peut être cumulatif. Et voilà une preuve, si tu veux, de l'accumulation. Alors bon, si tu veux, le portrait de Petite Poucette, j'ai pas voulu dans le livre faire une sorte d'opposition entre deux générations. Je suis beaucoup trop jeune pour avoir écrit L'art d'être grand-père encore, tu vois. Mais j'ai voulu surtout décrire un changement d'état des choses, un changement de civilisation. Et j'ai ajouté aux révolutions dont tu viens de parler, c'est-à-dire les révolutions du numérique, d'autres révolutions qui ont bouleversé la société en même temps que le numérique. Et j'en donne plusieurs au début. Par exemple, le changement de la société rurale, le rapport ville-campagne, les problèmes du corps, de la naissance et de la mort, les problèmes de la douleur et des maladies, les problèmes de démographie, etc. Tu vois ? Et donc, les nouvelles technologies arrivent dans une société qui est déjà très profondément transformée par les paramètres en question. Tu vois ? Alors, Petite Poucette, en effet, n'est pas seulement l'héroïne des nouvelles technologies, elle est aussi l'héroïne de ce monde qui n'a jamais vu veau, vache, ni cochon, ni couvet, d'un monde plein à 7,5 milliards d'habitants. Moi, quand je suis né, il n'y avait même pas 2,5 milliards. C'est-à-dire, dans ma vie, il y a peu de vies humaines où l'humanité a doublé 2 fois. 2 fois de 4, fois de 8, tu vois, 7,5. Ouais. Et ainsi de suite. Qui n'a pas le même corps, le même rapport à la naissance, à la mort, etc. Donc, les nouvelles technologies sont un élément parmi ceux-là. Et alors, en effet, ça bouleverse beaucoup de choses, et en particulier, non seulement l'état du savoir, qui n'est plus dans les livres, mais sur les mémoires, mais le sujet du savoir. C'est pour ça que j'ai dit Petite Poucette, c'est-à-dire que si on prend au sérieux, en effet, cette loi des 3 états que tu as notée, le sujet du savoir change au moment de l'invention de l'écriture, le sujet du savoir change au moment de l'invention de l'imprimerie, puisque Montaigne dit « je préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine », tu vois. Et c'est le sujet du savoir, d'ailleurs c'est confirmé récemment par des études des sciences cognitives, où ce n'est pas les mêmes neurones qui sont concernés quand on est dans telle activité numérique ou au contraire dans le livre. Voilà en gros, si tu veux, le profil de cette femme, et on va en reparler tout à l'heure. Voilà, en gros, voilà. Bernard, est-ce que vous avez reconnu dans Petite Poucette un personnage fidèle de cette nouvelle jeunesse, l'intérêt quand même du portrait étant aussi du fait que de nombreux écrits sur l'éducation aujourd'hui sont des écrits non seulement qui déplorent, mais qui sont écrits du point de vue de l'adulte et de celui qui détient la compétence et le savoir, et que là il y a une tentative en quelque sorte de raconter ce qu'il se passe du point de vue de l'élève en quelque sorte. Oui, moi je me reconnais assez bien dans la démarche de Michel Serres, qui d'une part consiste à se mettre dans le point de vue de la nouvelle génération, disons, comme on disait quand j'étais jeune. La génération ayant de 14 à 40 ans quand même, en gros. C'est ça. Oui. Et de s'y mettre positivement, c'est-à-dire d'abord de lui faire crédit et d'espérer en elle. Et par ailleurs, Michel Serres, dans son ouvrage, parle aussi des misères qui sont faites à cette génération. Parce qu'il y a des misères, de terribles misères. Terribles misères. On parle évidemment de l'emploi qui fait défaut, vous en parlez aussi, qu'il n'y a plus de travail, il y a une employabilité où il n'y a plus le droit au travail. Donc, Michel Serres dit les aristocrates qui gardent le droit de travailler. Voilà, ce qui est très paradoxal, puisque pourquoi les aristocrates étaient ceux qui ne travaillaient pas. Bon, maintenant, ceux qui ont la chance, nous, qui avons la chance de travailler, c'est-à-dire de faire quelque chose qui nous plaît, on a l'impression de faire quelque chose d'utile, de nécessaire, peut-être que nous avons tort d'ailleurs, mais en tout cas,
Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai de ce que je fais, c'est ce que nous essayons de préserver, mais très peu de gens ont cette chance aujourd'hui, très très peu. Et les jeunes générations paraissent être condamnées à ne plus l'avoir, cette chance. Par ailleurs, dans ce livre aussi, il est souligné le mal que fait la publicité, le formatage par les médias, c'est le mot formatage qui est employé. Alors cette situation, moi je pars effectivement, j'ai exactement le même point de départ que Michel Serres, qui consiste, je crois, d'abord à poser que l'extériorisation du savoir, c'est ça qui est l'origine de l'hominisation. Donc l'homme commence par s'extérioriser. C'est ce que disait Georges Canguilhem dans le langage philosophique ou Leroy-Gourhan dans le langage anthropologique. C'est-à-dire, la condition de l'hominisation, c'est l'extériorisation. Et aujourd'hui, nous vivons en effet une troisième très grande phase de ce que j'appelle, moi, la grammatisation. C'est un terme qui vient de Sylvain Auroux, qui a fait toute une théorie du devenir de l'écriture et qui montre qu'il y a des vagues dans le processus de grammatisation. Grammatisation voulant dire la capacité à discrétiser, comme Leibniz, enfin dans une logique leibnizienne, à créer des listes d'éléments finis et à recombiner, qui elle-même est conditionnée, c'est ce que montre Auroux, par des conditions techniques et pas logiques. Puisque Auroux a montré que, contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, la grammaire, par exemple, venait de la logique, qui elle-même venait d'une opération de l'esprit, et Auroux dit non, c'est pas du tout ça, c'est exactement le contraire. C'est la motricité qui rend possible, à un moment donné, une certaine grammatisation qui va rendre possible la logique, et puis finalement ce qu'on va appeler les grammaires de Port-Royal, par exemple, etc., qui sont à la base de la philosophie moderne. Alors aujourd'hui, nous vivons un processus de grammatisation d'un nouveau genre qu'on appelle le numérique, qui bouleverse absolument toutes les activités éducatives, par exemple, mais les activités de recherche aussi. Sans le numérique, il n'y a pas de nanosciences, par exemple. Oui, il n'y a pas seulement ça. Sans le numérique, il n'y a pas d'astrophysique, il n'y a pas d'océanographie. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il a raison sur le point de vue de la recherche scientifique. Je crois que depuis maintenant 15 ans, les professeurs de sciences, autrefois, enseignaient, disons, 80% de ce qu'ils avaient appris et maintenant, un professeur de sciences, je parle à la faculté, enseigne entre 5 et 10% de ce qu'il a appris. Tu vois ? C'est-à-dire là, l'arrivée de l'ordinateur a bouleversé des champs comme l'astrophysique, l'océanographie, la biochimie, etc. Ça, c'est vrai. Ouais. Et le savoir est par ailleurs devenu, comme on le dit, la matière première de tout développement économique. Et par conséquent, ce que l'on nous a enseigné à nous, c'était un savoir académique au sens strict, c'est-à-dire qui ne dépendait pas du tout de la vie économique, etc., ou très peu. Aujourd'hui, l'appareil de production académique, je dirais, au sens large, université, école, mais aussi laboratoire, établissement, qu'on appelle grands établissements, est voué à la production, finalement, d'une matière intellectuelle qui sert dans une guerre économique. Et ça, c'est complètement nouveau. Là-dedans, les jeunes générations peuvent être des victimes. Est-ce que c'est nouveau vraiment? Parce qu'à l'époque de la fondation d'écoles polytechniques et des grandes écoles de ce genre, au début du XIXe siècle, on a eu déjà un début de processus de ce genre. Tout à fait, bien sûr, ça commence avec l'industrialisation. Oui, c'est la révolution industrielle. Oui. Mais en même temps, quand on écoute le discours de Jules Ferry, ça reste sur des idéaux qui sont ceux-là. Oui, mais Jules Ferry est un idéologue républicain qui n'a pas beaucoup de formation scientifique. Mais en fait, depuis la Révolution française, si tu veux, depuis la fondation de l'école polytechnique, etc., et puis les écoles centrales, les écoles d'ingénieurs, etc., déjà le processus dont tu parles est déjà un peu amorcé. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs c'est ça qui fait la révolution industrielle, c'est le rapprochement entre, c'est ce que je dis, James Watt et Matthew Boulton. C'est ça l'origine de la révolution industrielle, c'est-à-dire un physicien appliqué qui est un ingénieur et un entrepreneur d'ingénierie industrielle. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, bien entendu, jusqu'à il y a peu de temps, que ce soit au CNRS, à la Sorbonne, etc., on clamait une autonomie fondamentale et première, comme la légitimité même du monde académique, et cette affaire est terminée aujourd'hui. Et ça, je pense ça ne veut pas dire qu'il faille en faire son deuil, mais en tout cas, il faut l'acter. Et pour les jeunes générations, c'est extrêmement déstabilisant, parce qu'elles se trouvent face à des enseignants qui, eux, n'ont pas du tout pensé ça. Et le monde académique lui-même, l'institution académique ne l'a pas pensé.
C'est un des grands sujets du nouveau ministre de l'Éducation nationale, de penser cela. Comment penser cela sans trahir quelque chose qui est le fin fond du monde académique. Et puis par ailleurs, il y a la question de l'extériorisation. Moi, je soutiens que le numérique, c'est une forme d'écriture, tout simplement. C'est l'écriture électronique, avec des automates, soumise à des contraintes industrielles. Alors l'écriture, ça c'est le point fondamental pour moi, qui est à l'origine du débat de la philosophie. Le passage des présocratiques aux philosophes, c'est un débat sur l'écriture que Socrate ouvre contre les sophistes. Et c'est ce qui réside dans l'idée que l'écriture est devenue toxique pour la cité. Tout le discours socratique, c'est ce qui consiste à affirmer la toxicité de l'écriture. Contrairement à ce qu'ont pu dire des gens comme des lecteurs actifs de Derrida, ou Derrida lui-même parfois, Platon ne condamne pas l'écriture. Platon condamne un usage non dialectique de l'écriture, une pratique non dialectique de l'écriture. Alors là-dessus, je pense que c'est très important de réactiver ce point parce que nous vivons une situation, à mon avis, tout à fait comparable. Facebook, pour moi, est une calamité. Voilà. Je pense que Facebook est très dangereux, pas simplement pour ce qu'il fait aux jeunes gens qui sont dessus, mais aussi parce qu'il menace très gravement ce qu'on appelle parfois l'écosystème Internet. Bon. Et que ça, moi je suis un militant anti-Facebook aujourd'hui, je me définis comme tel, et je pense que la puissance publique par rapport à l'éducation nationale, par exemple, doit avoir une position par rapport à ça. En revanche, je pense que le web, d'une façon générale, les grands outils du web comme Google, qui a de très nombreux défauts, mais ce sont des avancées fondamentales dans les instruments du savoir, et qu'il faut penser ces instruments du savoir. Maintenant, le problème que nous avons, c'est qu'à l'université, par exemple, il n'y a pas de formation à ces questions. Et moi-même, j'enseigne dans 3 universités, et je vois bien qu'on n'a pas encore pris la mesure de la colossale transformation du savoir qui se joue là. Et on ne peut pas demander à des profs de physique en 4e, par exemple, ou en 3e, de se positionner par rapport à cela si le monde académique, les chaires de physique dans les grands établissements et dans les grandes universités n'ont pas mis au clair leur point de vue là-dessus. Or, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir animé pendant 3 ans à l'IRI un séminaire sur les nanosciences, avec quelqu'un qui est maître de conférence à Paris 1, aujourd'hui à la Sorbonne, sur la question de, par exemple, la place du microscope à effet tunnel dans la physique aujourd'hui, on n'a pas avancé, à ma connaissance en tout cas, d'1 millimètre par rapport à ce que disait Bachelard en 1929. Et ça, je pense que c'est très problématique. Parce qu'il y a une mutation de ce que j'appelle moi l'organologie des savoirs, les instruments des savoirs, mais il n'y a pas de théorisation de cela, et il n'y a pas de traduction, en particulier dans la formation des maîtres, dans la direction des thèses. On peut aujourd'hui, par exemple, avoir l'agrégation de mathématiques sans connaître l'histoire technique des mathématiques. C'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Pour en revenir d'abord à des constats assez simples et frappants que vous faites l'un et l'autre, est-ce qu'on pourrait cerner dans un premier temps, Michel Serres a une expression assez forte pour dire que cerner cette objectivation numérique du savoir, qui est quand même nouvelle. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre dire en quoi est-ce que l'extériorisation du savoir, Michel Serres utilise la métaphore de Saint-Denis qui voit sa tête tomber et nous verrions notre tête tomber dans les ordinateurs, en quoi est-ce que cette troisième extériorisation après celle de l'écriture et de l'imprimerie est différente des 2 précédentes? Et deuxième question, en quoi Michel Serres dit ce n'est pas seulement une objectivation du savoir, c'est du coup le sujet du savoir qui a changé. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre dire c'est quoi la singularité de cette troisième objectivation du savoir? Et dans un deuxième temps, dire en quoi est-ce que du coup le sujet censé savoir ou censé apprendre change dès lors qu'il a en face de lui une nouvelle objectivation du savoir? Si on avait des réponses claires et distinctes sur cette question, la situation de l'université ne serait pas aussi mauvaise que celle que vient de décrire Bernard Stiegler. C'est-à-dire ce pourquoi, en effet, il y a des difficultés à reprendre tout à zéro, c'est-à-dire à revoir la situation du savoir dont tu parles, c'est que c'est très difficile de le définir de façon claire et distincte. On est en plein au milieu de la transformation. Alors, ce qui, évidemment, a transformé dans cette objectivation, alors j'essaie de le dire dans Petite Poussette, c'est que
En effet, ce qui est objectivé devant nous, c'est des processus que nous croyions dans le savoir académique dont parlait Bernard Stiegler tout à l'heure. Par exemple, les manuels de philosophie de ma jeunesse, quand j'apprenais la philosophie, disaient que l'entendement humain était composé de 3 facultés, la mémoire, l'imagination et la raison. Et nous étudions ça comme des facultés intérieures à l'activité du sujet pensant. Et aujourd'hui, la mémoire est objectivée en effet dans l'objet ordinateur. Il y a des millions d'images et d'autre part des logiciels qui permettent des performances rationnelles que même moi je ne saurais pas complètement faire. Ça intègre des équations différentielles très difficiles que je ne saurais pas intégrer moi-même. Bon. Par conséquent, ce qui est objectivé, c'est une quantité, si tu veux, mais c'est surtout le fait que dans le savoir ancien, on croyait que... enfin, pour résumer rapidement ce qu'a dit Bernard, en effet, je dirais, moi, volontiers, que les facultés de l'entendement dépendent du support. Le couple support-message, tel qu'il a été transformé dans les 3 révolutions, a été transformé de telle façon qu'aujourd'hui, le savoir lui-même et le sujet du savoir sont fonction de l'avatar du couple support-message. Le dernier avatar du couple support-message, qui est l'ordinateur, a la transformation du savoir et du sujet du savoir. Et par conséquent, en effet, dès le moment où se transforme le savoir objectivement et le sujet du savoir, il faudrait avoir des idées sur la construction des facultés, le partage du savoir, l'enseignement, etc. On en est au b.a.-ba et on ne sait même pas le faire. Et l'exemple que je prends le plus volontiers, j'enseigne depuis maintenant 35 ans à Stanford, qui est en plein milieu de la Silicon Valley, et grâce à l'argent apporté par les grands milliardaires de la Silicon Valley, type Bill Gates, si tu veux, on a construit un second campus. Alors le premier est en briques rouges et le second est en acier-béton, bien sûr, et vert, mais en gros il est sur le même plan, mais les bâtiments sont les mêmes, les salles sont les mêmes, la géographie est la même. L'architecte n'a pas inventé quoi que ce soit de nouveau par rapport aux salles où on enseignait l'histoire médiévale dans l'ancien campus, tu vois. Par conséquent, c'est vrai qu'on est au début de cette chose-là et que probablement ça demandera du temps, en effet, pour repenser cette affaire-là, repenser à la fois l'état objectif et l'état subjectif du savoir. Voilà, c'est bien. Sur ces 2 points, c'est-à-dire en quoi est-ce que la 3e révolution que nous connaissons se distingue des 2 précédentes extériorisations du savoir, et en quoi est-ce que l'exercice des facultés intellectuelles pour apprendre est modifié en conséquence? Alors, la première chose que je crois qu'il faut dire sur cette 3e révolution, que j'appelle la grammatisation avec Auroux, c'est qu'elle vient de l'automate. Michel Serres se réfère depuis toujours à Leibniz. Leibniz, c'est celui qui pense les langages, les codes, dans un contexte où Vaucanson apparaissant, quelque chose va se transformer dans le monde du travail, qui va être l'apparition de ce qu'on appellera plus tard l'automation ou l'automatisation, mais qui repose sur des appareils ou des machines qui permettent au départ de dupliquer des gestes. On ne duplique pas des pensées, on ne duplique pas des connaissances, on duplique des gestes. C'est Jacquard. Jacquard, c'est fondamental. Si on ne voit pas ce qui se joue là, on ne comprend rien. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une machine numérique? C'est une machine qui permet de reproduire quelque chose en l'automatisant et dans cette reproduction, par des calculs, l'application de règles de traitement, à travers ce qu'on appelle des algorithmes, d'obtenir un nouveau résultat. C'est de transformer quelque chose, c'est de produire une transformation. Il se trouve que ça, c'est ce qui commence avec les machines du 19e siècle, dans le champ plutôt de la matière. Mais à partir du 19e siècle, la fin du 19e siècle, le signe commence à être affecté par cela, avec ce qui va devenir la mécanographie. Puis au 20e siècle, alors arrivent aussi les technologies analogiques, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut quand même le signaler, parce que c'est très important. Aujourd'hui, le numérique, c'est à la fois de l'analogique, du littéral et de l'informatique. C'est tout ça confondu. Hein. Bon. Il faudrait prendre le temps d'en parler, on n'a pas le temps.
l'analogique désignant pour moi la photographie, le cinéma, la phonographie, et puis la télévision, la radio, enfin tout ce qu'on appelle les médias de masse, qui aujourd'hui sont en pleine explosion. Ils sont comme petites poussettes, ils sont très très bousculés. Et ils sont en train de... Voilà, quelque chose de tout à fait nouveau est en train d'émerger. Et pour le monde de la presse, qui est la condition de la démocratie moderne, c'est un enjeu colossal. Donc il faudrait parler de tout ça, on n'en a pas le temps, mais il faudrait le faire. Bon. Quoi qu'il en soit, ce qui change entre l'écriture numérique qui se produit aujourd'hui relativement à la vitesse de la lumière, je dis relativement parce que évidemment pas à la vitesse de la lumière, mais à notre échelle c'est tout à fait équivalent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire dans la quasi-instantanéité. Et avec des algorithmes qui ont permis d'extérioriser des fonctions mentales, en effet, extrêmement complexes aujourd'hui. Ce qui change par rapport à l'écriture au sens soit de Platon, soit de Luther. Je dis de Luther parce que pour moi il y a deux grands interlocuteurs, c'est Platon et Luther sur ces questions. C'est l'automatisation. Ce processus d'automatisation, évidemment, il est vécu comme une immense perte. C'est-à-dire que là où on pouvait déjà se dire, avec Platon, à l'époque de l'écriture des sophistes, attention, disait Socrate, méfiez-vous, si vous confiez votre mémoire au livre, vous la perdrez. Nicolas Carr répète ça aujourd'hui. Nicolas Carr, l'année dernière, a publié The Shallows, qui est un livre intéressant, très très intéressant, très honnête je trouve aussi d'ailleurs, un grand journaliste, très grand journaliste américain, qui décrit comment il a été happé par le numérique, fasciné par lui, puis finalement vidé. Il dit j'ai la tête vide, maintenant je suis addict, je n'arrive plus à penser vraiment, etc. Attention Deficit Disorder, on parle de cela aujourd'hui par exemple à l'université de Washington, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus. Moi-même je suis en contact avec Marianne Wolf, qui est une psychoneurologue qui travaille aussi sur ces questions, et on sait que le cerveau, non, pas seulement des enfants, mais le nôtre aussi, c'est ce que indiquait tout à l'heure Michel, d'autres neurones sont activés, mais ça a des effets sur ça restructure la plasticité cérébrale. La grande question, c'est est-ce que dans cette restructuration, nous procédons ou pas à ce que j'appelle moi un processus de réintériorisation. Je veux dire par là qu'il y a deux rapports possibles, deux extrémités. Entre les deux extrémités, il y a tout un nuancier à cette écriture automatique qu'est le numérique. Soit je m'y laisse totalement, je m'y abandonne totalement, je m'y soumets, je m'y adapte totalement. Et à ce moment-là, c'est plus à un savoir que j'ai à faire, c'est une information, et c'est l'information qui me fait agir. C'est-à-dire que je suis automatisé, je suis devenu un automate. J'ai perdu ce qu'on appelait autrefois mon autonomie, ma capacité de penser par moi-même, etc. J'ai perdu mon savoir. Soit au contraire, je suis un savant au sens large, c'est-à-dire un citoyen. Un citoyen, c'est un savant, normalement. C'est-à-dire que je sais quelque chose de tout cela, et à ce moment-là, j'ai la capacité, avec ces automates, à produire l'autonomie, à augmenter mon autonomie. Dans le langage de Gilbert Simondon, on dirait à augmenter mon individuation, c'est-à-dire ma singularité. Moi, je crois à cela beaucoup. C'est pour ça que je défends le numérique. Je n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas s'opposer au développement du numérique. Mais par contre, il ne faut pas se soumettre aux logiques industrielles de Facebook. Parce que ce sont des logiques qui produisent ce que j'appelle moi des courts-circuits dans l'individuation collective. C'est-à-dire que je me trouve obligé d'adopter des modèles d'individuation que je n'ai pas produits moi-même. Le modèle, disons, savant, philosophique, scientifique, artistique, littéraire, etc., c'est que dans ce processus-là, je dois avoir ma part de contribution. Et par exemple, je ne peux pas, ça c'est ce que dit Socrate à propos de la géométrie. Alors je sais que Michel Serres dira sans doute qu'il n'y a pas que la géométrie, que l'arithmétique vient avant et que c'est très important. Mais ce que dit d'une façon générale Socrate par rapport au savoir, c'est que le savoir n'est bon que si je trouve le moyen d'y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et alors pour ça, ça ramène à la question que vous souleviez tout à l'heure d'ailleurs. Effacement, par exemple, par Wikipédia de l'imprimerie, non. Parce que Wikipédia, c'est ce qui doit me donner une intelligence de l'imprimerie. Et c'est pas la destruction d'un circuit, c'est ce qui le poursuit autrement. Après, ça peut le détruire, bien entendu. Et ça, c'est tout le problème que nous avons. C'est ce que disait Michel Serres à propos de Stanford. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça fait même pas 20 ans que tout ça a commencé. Nous n'avons pas le recul. Mais maintenant, par contre, et ça c'est un message que j'adresse au ministre actuel, quand je dis au ministre, je le dis au pluriel, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Recherche, ministre du Numérique et ministre de l'Industrie, parce que les quatre, et ministre de la Culture, 5 ministres sont concernés.
c'est un enjeu aujourd'hui fondamental des pouvoirs publics en France et en Europe, et si on veut que l'Europe rebondisse, de commencer à travailler sur ces questions au fond. C'est-à-dire dans une démarche qui est celle d'une réinvention des institutions, d'une réinvention de ce qui devrait permettre de faire la soudure entre ces générations, sans empêcher les jeunes générations d'inventer, et c'est elles qui doivent apporter le maximum de propositions, mais à une condition, c'est qu'on fasse le lien avec le savoir, qui est le savoir qui s'accumule depuis 2 millions d'années, finalement. Peut-être je pourrais réagir sur la notion de perte qui a été très très utilisée par Bernard, là, tout à l'heure, et qu'à chaque révolution, il y a eu des pertes, en effet. Et j'aime bien raconter l'histoire qui est évidemment fausse, mais qui est illusoire du préhistorien de ma jeunesse qui racontait comment on se mettait debout. Et il disait que lorsqu'on était à quatre pattes, les membres antérieurs avaient une fonction de portage. Et quand on se mettait debout, on perdait la fonction de portage, disait-il. On perdait. Les 2 membres antérieurs avaient perdu la fonction de portage. Voilà une perte, en effet. Mais il disait, le problème, c'est qu'au lieu d'avoir des ongles pour tenir le portage, on avait inventé la main qui était une invention beaucoup plus intéressante que le portage lui-même. Et il ajoutait que la gueule, qui avait un profil très particulier pour avoir une fonction de préhension, n'avait plus la fonction de préhension, elle l'avait perdue puisque c'est la main qui avait la fonction de préhension, mais que du coup, avec la différence de l'angle facial, on avait inventé le langage. Et il faisait voir à quel point les gains étaient supérieurs aux pertes. Alors, je reviens maintenant à la question, c'est le roi Gourand. Mais c'est une histoire imaginaire, parce évidemment, on ne s'est pas mis debout comme ça. Bon, mais bref. Et sur les pertes, là, j'aimerais bien revenir un peu, en effet, sur ces questions-là, parce qu'en effet, dès qu'on a inventé l'écriture, on a perdu, mais on a perdu très largement la fonction mnémonique. Et en effet, les anciens, les textes abondent là-dessus, surabondent même, avaient des techniques pour retenir, pour mémoriser des textes. Et je ne sais pas, puisqu'il parle de Socrate, je veux bien en parler aussi. Les gens se rencontrent et disent « Tu étais donc là à la mort de Socrate ?» « Oui, j'étais là, mais raconte. » Il raconte 180 pages sans perdre une virgule. Donc ils ont de la mémoire. Et dès que l'écriture arrive, eh bien, Socrate a raison, on a perdu la mémoire. Bon. On a perdu la mémoire, mais en effet, Bernard Stiegler a eu une très bonne expression, il dit « J'ai le cerveau vide ». Et en effet, dès le moment où on perd la mémoire, et avec l'imprimerie, on l'a encore beaucoup plus perdu, parce que celui qui voulait faire de la physique, il fallait qu'il sache physique 4 d'Aristote au moins, et celui qui voulait faire de l'histoire devait savoir par cœur au moins Hérodote, Thucydide, Tacite, etc. Bon. Dès le moment où il a bénéficié des livres dans la librairie, comme Montaigne, on peut perdre la mémoire, on s'en fout, puisque précisément on a les livres pour s'y substituer. Et du coup, c'est pas qu'on ait le cerveau vide, on a le cerveau libre. Et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire au moment où on perd la mémoire dans la première révolution d'écriture, il faut quand même faire la liste des bénéfices. C'est-à-dire on a inventé la géométrie, on a inventé... et les prophètes écrivains d'Israël inventent le Dieu unique, on invente, les scribes inventent l'État, etc. Bon. Et au moment de la Renaissance, ce qui est inventé en effet, il a raison de parler de Luther, c'est la réforme, c'est le chèque, c'est les nouvelles pédagogies, et puis surtout la science expérimentale. On n'a plus besoin d'apprendre par cœur, en effet, à physique 4, mais on a le cerveau libre pour observer les corps en train de tomber. Oui. Par conséquent, aujourd'hui on perd, certes on perd, mais l'expérience historique nous montre à quel point on gagne quand on perd. C'est-à-dire, oui, on a le cerveau vide, mais il est disponible. Et c'est cette disponibilité qui a fait les progrès géants du miracle grec et les progrès géants de la Renaissance et de la Réforme. Et c'est pour ça qu'au fond, mon livre est plutôt optimiste, si tu veux, dans la mesure où, en effet, Petite Poucette a des airs disponibles. Par exemple,
mes livres évitent toute citation et tout amoncellement de noms propres et de notes en bas de page. Pourquoi? Parce qu'on les a sur Wikipédia, c'est pas la peine de, en plus les mettre dans chaque livre, tu vois ce que je veux dire? Et par conséquent, on a une possibilité d'allègement sur l'inventivité, l'intelligence, la créativité, etc. Ça rend disponible. Donc sur la perte, je voudrais rééquilibrer par l'enseignement historique qui nous permet de voir à quel point le vide du cerveau a été libérateur et inventif. Oui, et deuxièmement, je voudrais parler aussi de l'automatisation. Je ne suis pas complètement sûr qu'on ait une idée vraiment complète de l'automatisation. Je crois qu'un objet technique en général est presque toujours un automate. Je veux dire par là que lorsqu'on a inventé, je ne sais pas, par exemple, le marteau, ben le marteau, c'est l'avant-bras et le poing qui ont été externalisés, objectivés. Il n'y a pas que les processus cognitifs qui ont été objectivés dans les automates, mais presque tous les processus gestuels ont été externalisés. Je ne sais pas, l'invention de la roue, c'est tout simplement l'externalisation des processus de rotation de la cheville, du genou et de la hanche, tu vois. Et donc, je dirais que cet automate, le concept d'automate envahit presque la totalité des objets techniques. Je ne suis pas très Simondon sur ce point. Oui, mais là, c'est pas seulement Simondon. Je trouve que les philosophes sur la technique se sont un peu limités à certaines choses. Et que l'automate, bon. Et du coup, l'objectivation dans des automates du cognitif sont des libérations extraordinaires voilà ce que je veux dire. C'est pas la... Mais juste pour terminer, puis Bernard Stiegler, justement puisque ce n'est pas uniquement automatisation de l'esprit, vous dites, Michel Serres, qu'il s'agit d'une nouvelle cognition et vous parlez d'une pensée algorithmique. Je cite: l'être et science perdent une vieille bataille dont j'ai déjà dit qu'elle commença au Ménon, dont vient de parler Bernard Stiegler, dialogue de Platon, Socrate, géomètre, méprise un petit esclave qui, loin de démontrer, use de procédures. Ce serviteur anonyme, je l'appelle aujourd'hui Petit Poucet, il l'emporte sur Socrate, retournant plus que millénaire dans la présomption de compétence. C'est quoi ce que vous appelez cette pensée algorithmique qui serait en quelque sorte le nom des nouveaux processus de cognition? C'est le même mot que numérique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans le numérique, c'est une pensée analytique. Et qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations destinées à résoudre une question. Tu vois ce que je veux dire? Bon, par conséquent, tout ce qui est dans le domaine du comptage, du codage, etc., du numérique, c'est du côté de l'algorithme. Et lorsqu'on a démontré la géométrie en Grèce, c'est le côté mathématique qui n'est pas algorithmique. D'ailleurs, dans la géométrie d'Euclide, il n'y a de reste de la pensée ancienne algorithmique que l'algorithme dit d'Euclide. Il est là à l'état de fossile, si tu veux. Et la bataille du Ménon entre le petit esclave qui est méprisé complètement et Socrate, c'est que Socrate démontre, il est dans la géométrie, et le petit esclave calcule, c'est-à-dire il fait 1 et 2 et 3, c'est-à-dire il est dans l'algorithme. Et maintenant, l'intérêt des algorithmes, c'est que c'est l'algorithme qui l'emporte d'une certaine manière dans cette objectivation sur la démonstration mathématique. Alors en gros, puisque Bernard Stiegler a parlé de la révolution industrielle, voilà comment ça se passe. La révolution industrielle, je ne sais pas, disons, fin XVIIIe siècle, a consisté à mobiliser des objets techniques donnés et à les mathématiser avec, en gros, la physique, la résistance des matériaux, thermodynamique, etc. Et puis, au sommet, c'est les mathématiques. C'est ça qu'il appelle la science universitaire ou la science académique. Et elle a été, aujourd'hui, la révolution décroche des mathématiques, décroche de la physique, décroche de la thermodynamique et se raccroche. À la place des mathématiques, tu as les algorithmes, c'est-à-dire tu as
tout ce qui est le numérique. À la place de la physique, tu as en gros les SVT, et à la place des techniques, tu as l'ordinateur. Tu as une nouvelle révolution qui se passe, mais qui n'a plus rien à voir avec la précédente. Voilà. Et la nouveauté là est assez fondamentale, en effet. On est en train d'assister à une deuxième révolution industrielle, réellement. Voilà. Alors évidemment, ça, c'est quelque chose à penser plus globalement encore que la question de l'enseignement ou la question du savoir. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Michel Serres à propos des automates, parce que là, nous ne sommes pas d'accord. Et moi, j'ai travaillé avec le roi Gourand, et j'ai beaucoup travaillé. Enfin, ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions, et je pense qu'il faut... On ne peut pas dire que l'outil est un automate. Ce qui fait que l'automate est un automate, c'est que l'outil travaille tout seul, et qu'il n'a plus besoin d'un sujet pour travailler. C'est ça la question. Et ça, c'est ce que Simondon décrivait comme un processus qu'il appelait de désindividuation. Enfin, qu'il décrivait comme un processus de désindividuation, et c'est ce que Marx appelait la prolétarisation. Autrement dit, la destruction du savoir. Parce que le processus là, c'est que ça n'est plus de savoir dont il s'agit. Le travailleur n'est plus porteur d'un savoir, on n'a plus besoin de son savoir de toute façon, il est désindividué, et en fait il n'est plus que le serviteur de la machine. Et ça, je pense que c'est une très très grande question. Alors, par rapport à la perte ou ne pas perte, moi je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis combatif. Je veux dire par là que tout ce dont nous parlons, c'est ce que Platon appelle des pharmacas, pluriel de pharmacone. Le pharmacone est à la fois poison et remède. Donc la question n'est pas de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais, c'est bon et mauvais. Après, si on a besoin d'une politique, c'est parce qu'il faut lutter contre ce qui est mauvais. Et que la question, ce que dit Socrate, ce n'est pas simplement qu'on perd la mémoire, c'est qu'on perd l'anamnésis. Et la mémoire, il n'y a pas la mémoire, il y a des formes de la mémoire. L'hypomnésie, c'est aussi la mémoire. Mais l'hypomnésie, c'est une mémoire mécanique. C'est-à-dire qui ne fait que répéter, qui correspond grosso modo à ce que Kant appelle la synthèse de reproduction. Et donc dans la déduction transcendantale des catégories. Et donc ça, c'est très important parce qu'on a massifié la mémoire en disant la mémoire. Il n'y a pas la mémoire, il y a des mémoires, toutes sortes de mémoires. Y compris d'ailleurs dans le système nerveux, avec un système périphérique, un système central. C'est très complexe l'histoire de la mémoire. Et ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Dans ce contexte-là, la question, ce que dit Socrate à l'époque, c'est que les sophistes se sont emparés d'une mnémotechnique pour tout simplement cultiver du pouvoir au détriment des savoirs. Bon. Et donc il dit, on ne peut pas fonder une société comme la Grèce ancienne, Athènes, une société de citoyens, sur des gens qui sont uniquement dépendants de stéréotypes qu'on leur met dans la tête avec des techniques de manipulation de l'esprit. Et c'est tout à fait évident que l'écriture permet de manipuler les esprits à travers ce que plus tard Platon décrira comme la rhétorique, ou l'éristique, etc., etc. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Lorsque Michel Serres parle de disponibilité, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Patrick Lelay qui parle de disponibilité. Il appelle ça le temps de cerveau disponible. Donc on peut toujours utiliser la disponibilité en question pour des choses très bien, c'est ce que nous soutenons ensemble, mais aussi pour des choses très mal. Et donc il y a un sujet de responsabilité des intellectuels aujourd'hui. Les intellectuels aujourd'hui fuient ces problèmes. Et ils seront jugés par l'histoire. Il n'y a pas que les politiques qui fuient ces problèmes. Et aujourd'hui, il ne faut pas les fuir. Parce que nous sommes devant... Aujourd'hui, là, il faut quand même être absolument clair sur le fait que, en effet, il y a une souffrance psychique, il y a un abandon de parentalité, on fait des stages de reparentalisation aujourd'hui parce que les gens ne savent plus élever leurs enfants, mais s'ils ne savent plus les élever, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'on considère que 4 à 5 heures par jour, l'attention des enfants est captée par des systèmes qui font que les parents n'ont plus d'autorité. Ni les parents, ni les enseignants, ni les curés. Moi, je suis un athée et je n'ai jamais été chez les curés, mais je respecte absolument la spiritualité religieuse, ni les hommes politiques, ni les savoirs en général. Et le problème du savoir aujourd'hui, c'est qu'il est discrédité par cet état de fait. Le problème aussi, c'est que le pharmacone, comme le dit quelqu'un que vous connaissez bien, qui est René Girard, c'est aussi un pharmacos. C'est-à-dire que c'est un bouc émissaire. Et au lieu de s'en prendre aux vrais responsables, on s'en prend à la technique. On dit c'est la technique qui détruit les... Non, c'est pas la technique. C'est notre incapacité à socialiser cette technique correctement. Mais aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui véritablement à la croisée des chemins par rapport à cela. C'est-à-dire que le décrochage généralisé est tout à fait possible parce qu'il n'y a
plus de point de vue par rapport à ça. Les seuls gens qui ont un point de vue sur tout cela, ce sont les actionnaires, qui d'ailleurs n'ont pas de point de vue. Ils ont des réactions adaptatives et ils s'emparent de ce qu'ils appellent les opportunities, comme dit HSBC. Il y a des opportunités partout dans le monde, ce qui est vrai. Sauf que ces opportunités peuvent être très opportunes pour quelqu'un et à court terme, mais extrêmement toxiques pour tout le monde à long terme. Et c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Ça, je vous ai vu être un petit peu sceptique sur l'idée que cette question de l'automaton et des techniques en quoi est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord sur cette idée que... C'est-à-dire que lorsqu'arrive l'automate cognitif en question, à un certain moment, Bernard Stiegler a dit quelque chose de très bon. Il a dit, il a fait allusion à la vitesse de la lumière. C'est pas tout à fait ça, c'est la vitesse électronique, mais en effet, ça va très vite. Et en effet, il y a dans les nouveaux processus, dans l'automate cognitif, quelque chose qui a trait à la vitesse et qui n'a rien à voir, en effet, avec les processus précédents. C'est que comme ça va très vite, on peut garder la vieille métaphore des Lumières, qui a été la métaphore de la connaissance depuis très longtemps en philosophie. Mais la lumière, elle a deux caractéristiques. Elle a la clarté d'éclairement et la vitesse. Elle en avait complètement oublié la vitesse. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est rentré dans une période des Lumières virgule 2, mais qui ne spécifie pas le côté éclairant de la lumière, mais le côté rapide de la lumière. Voilà. C'est-à-dire, en effet, les mémoires dont nous disposons vont à une telle vitesse qu'en effet, elles ont des performances inattendues. Vous dites, formaté par la page, l'espace des écoles, des collèges, des campus sera formaté par cette hiérarchie, l'ancienne hiérarchie, silence et prostation, la focalisation de tous vers l'estrade, où le porte-voix requiert silence et immobilité. Peut-être que je voudrais vous entendre sur en quoi est-ce que très concrètement la classe aujourd'hui est en train de changer, matériellement l'espace de l'enseignement est en train de changer, et en quoi est-ce que vous pouvez décrire ce changement. Et puis je voudrais vous demander, Bernard Stiegler, vous, il me semble que vous réfléchissez non pas à partir de l'espace de la classe primaire ou secondaire, mais à partir de l'université. Vous dites c'est à partir d'une réflexion sur l'université que l'on peut penser l'éducation primaire et secondaire. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que pour vous c'est à partir de l'université par rapport à Michel Serres qui parle lui plutôt de l'espace de la classe et du professeur. Non, je ne parle pas spécifiquement de la classe primaire, secondaire ou supérieure. Quand je dis classe, je dis aussi bien amphithéâtre, oui. Non, c'est un problème simplement voilà, c'est-à-dire l'espace. Qu'est-ce qui va... Alors, je sais que cet espace-là n'est plus l'espace dans lequel on peut en effet partager les connaissances, mais dire quel est le nouvel espace dans lequel ça va se passer, je ne le sais pas. Mais qu'est-ce qui a changé en tout cas dans l'espace actuel ? C'est-à-dire que tout le monde a l'expérience aujourd'hui, tous les enseignants aujourd'hui ont l'expérience, si tu veux, que lorsqu'on rentre dans une classe ou dans un amphi, et si on annonce qu'on va faire cours sur les cacahuètes, par exemple, eh bien, la probabilité pour que la moitié de l'amphi ait tapé la veille cacahuète sur le moteur de recherche est assez forte. Et par conséquent, le rapport enseignant-enseignant a complètement changé dès lors que la moitié ou les trois quarts de la classe ont déjà eu un certain rapport avec ce savoir-là, tu vois. Donc, l'enseignant n'a plus le même rôle, c'est ça que je voulais dire. Vous parlez d'un renversement de la présomption de compétence. Oui, alors ça c'est plus général, et puisque précisément Bernard Stiegler prend les problèmes de façon plus générale, c'est-à-dire politique et dans les métiers en général, je dirais volontiers ça en effet que c'est vrai par exemple dans le rapport médecin-patient. Je me souviens très bien quand j'étais jeune, évidemment c'est il y a très longtemps de ça, quand j'étais jeune, le médecin qui te soignait, et si tu lui posais une question, te rembarrait de façon relativement méprisante en te disant « c'est pas ton boulot, c'est le mien ». Par conséquent, il y avait présomption d'incompétence. Et c'est encore vrai d'ailleurs dans les hôpitaux. Je passe dans les hôpitaux, et quand le chef de service passe, il ne tient pas compte pratiquement du malade, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins commencent à changer complètement de point de vue. Ils savent déjà que le patient est plus au courant de ce qu'il a, il a plus regardé, etc. Donc,
on passe de la présomption d'incompétence à la présomption de compétence à peu près dans tous les métiers. Et aujourd'hui, c'est dramatique dans la fonction politique. C'est-à-dire le peuple, enfin tout ce que tu veux, la population est beaucoup plus compétente qu'on ne le croit. Bien, pas bien, j'en sais rien, ça m'est égal, c'est pas la question. Mais je raconte volontiers que quand j'avais 20 ans, puisque j'avais la double formation scientifique littéraire, j'étais devenu épistémologue, ce qui est le gros mot pour dire, mot laid d'ailleurs, pour dire qu'on s'occupait d'histoire des sciences ou de méthodologie scientifique. Mais aujourd'hui, vous qui êtes journaliste, vous allez prendre un micro-trottoir et vous allez devant l'académie et vous allez demander à n'importe quel passant s'il a des idées sur les OGM, sur le nucléaire, sur les mers porteuses. Il a toujours des idées là-dessus. Tout le monde est épistémologue. Bien ou mal, j'en sais rien. Mais tu vois que le savoir, désormais, la présomption de compétence a complètement changé. C'est ça que je voulais dire, tout simplement. Et là, ça met en jeu, en effet, quelque chose comme une nouvelle démocratie fondée sur un savoir plus ou moins maîtrisé, mais enfin, qui est de plus en plus répandu. Mais je voudrais enchaîner sur ce que vient de dire Michel, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Dans un des deux livres là, que vous citiez tout à l'heure, je me réfère au livre de Kant qui s'appelle « Le conflit des facultés », qui est très important de relire aujourd'hui. Je vous en parle là pour une raison précise. C'est que tout au début, d'ailleurs, à la 3e ou 4e page, Emmanuel Kant dit « N'oublions pas qu'il y a les sociétés savantes », c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'académie, qui ne sont pas des universitaires, qui ne sont pas ce qu'il appelle des savants corporatifs, c'est-à-dire des profs, mais qui sont par contre des gens de la République des lettres et qui peuvent être n'importe qui. Parce que déjà à cette époque-là, les livres circulent, les gens ont appris à lire et à écrire, grâce à Luther et à Ignace de Loyola, et puis ensuite à Condorcet. Et donc, de nouveaux savants sont apparus. Aujourd'hui, nous vivons ça à la puissance 1000. Et il est tout à fait fondamental d'écouter ce que disait Michel à l'instant, c'est qu'il y a de nouveaux savoirs qui apparaissent hors du monde académique. Et ça, c'est une question par rapport auquel le monde académique est ultra réactionnaire et complètement dans l'illusion. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire sans eux, et il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Par contre, ce monde-là a besoin du monde académique aussi. Il ne s'agit pas de plaider pour un amateurat généralisé en termes de savoir qui court-circuiterait la nécessité, disons, des pratiques académiques. Alors, cela étant dit, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait qu'il faut, d'un point de vue, ce qu'on appellerait en philosophie l'ordre des questions, il faut partir de la question de l'université. C'est l'ordre des questions. Après, il y a la réalité historique qui n'est pas l'ordre des questions. Et il faut tenir les deux bouts. Sinon, on est soit on est comme la colombe sans air, soit on est plaqué au sol et incapable de se dresser sur ses deux pattes pour libérer ses deux mains. Donc, si l'on veut poser le problème de l'école, qui est un énorme problème, et là, ce n'est pas le numérique simplement, c'est l'école ce qui est quand même... C'est l'institution de production de la sociabilité, si on peut dire, sous toutes ses formes. Ce n'est pas simplement pour acquérir un travail ou des compétences ou des connaissances, c'est tout simplement pour savoir vivre dans la société dans laquelle on est. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans une société comme la nôtre sans être passé par l'institution scolaire. Or, cette institution est en train de s'effondrer, littéralement, pour toutes sortes de raisons. Cette question-là, c'est d'abord la question, pour moi, de la légitimité des savoirs. Si il m'est arrivé, il y a pas mal d'années maintenant, il y a 10 ans, un collègue, un ancien étudiant à moi, m'a téléphoné, prof de philo, me disant « J'aimerais que tu viennes faire une conférence au lycée de Quimper pour des profs de sciences de la vie et de la terre ils se sentent de plus en plus désarmés face à leurs élèves, etc. » Bon. Et moi, j'ai fait une conférence sur les mutations de la biologie moléculaire au moment où sont arrivées les enzymes de restriction, en 1978. La biologie moléculaire, c'est Crick et Watson dans les années 50, puis le prix Nobel attribué à Jacob et Monod en 69. C'est pas seulement ça, mais disons que ce sont des jalons, ce que je dis là. Et puis, en 1978, trois savants anglais mettent au point ce qu'on appelle les enzymes de restriction. Qu'est-ce que c'est que les enzymes de restriction? Ce sont des techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle les thérapies géniques, la chirurgie génétique, d'intervenir dans l'ADN, de séquencer, de couper, de modifier
un certain nombre de séquences de nucléotides, etc., par des vecteurs qui sont des bactéries, bon, peu importe. C'est une intervention très, très pointue. Et qui change la face de la médecine totalement, et de la biologie. Or, d'où vient cela? Ce sont des biologistes moléculaires qui ont mis ça au point. Ça, c'est en 1978. En 1969, c'est-à-dire 9 ans plus tôt, un des pères de la biologie moléculaire mondiale, François Jacob, dit le programme scientifique. Maintenant, la biologie est une science, parce qu'elle s'appuie sur des mathématisations, des analyses stochastiques, etc. Bon, ça n'est plus simplement le darwinisme comme postulation sur ce que serait le vivant, c'est maintenant quelque chose dont nous pouvons administrer expérimentalement les preuves. Bon. Et cela repose, la scientificité de la biologie moléculaire repose sur le fait que nous savons maintenant que le programme génétique, je le cite littéralement, ne reçoit pas de leçon de l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'est jamais modifié par l'expérience. Or, que font Werner, Smith et Nathan, qui sont les 3 savants anglais dont je parle? Eh bien, ils utilisent les résultats de la biologie moléculaire en invalidant ce que dit Jacob comme étant la base même de la biologie moléculaire. Ils font le contraire de ce qu'il dit. Quand on est prof de sciences de la vie de la Terre et qu'on a des gosses qui on est en 1990 ou 95, et on a des gosses qui ont écouté à la télé, je ne sais pas quoi, Patrick Poivre d'Arvor interroger un savant. Lui, il se retrouve avec des gosses qui vont lui poser des questions, mais qui n'a pas la légitimité pour répondre sur tout ça. De toute façon, à l'Institut Pasteur, on n'est pas d'accord du tout sur ces questions. Moi-même, j'ai eu des conflits avec des gens de l'Institut Pasteur sur ces questions. Vous êtes dans une situation de non-savoir, qui n'est pas le non-savoir de Socrate, mais qui est une espèce d'un non-savoir de fait, qui est créé par l'accélération qui fait que vous avez une délégitimation du prof. Parce que le prof n'est plus capable de répondre. Donc, dire que le prof, c'est celui qui transmet un savoir constitué, c'est une erreur, parce qu'il n'y a plus de savoir constitué. On a un savoir en cours de constitution, permanente réélaboration. Alors, si on ne traite pas cela, et si on ne le traite pas en le mettant en relation avec le numérique, parce que ce qui fait l'accélération, c'est le numérique. Et avant le numérique, c'était la mécanographie, l'analyse de données, enfin, toutes ces choses-là, les techniques mathématiques. Si on ne met pas ça en scène à l'intérieur de l'université, et si on ne forme pas les jeunes physiciens, les jeunes mathématiciens, les jeunes historiens aussi. Moi, j'ai encadré j'ai pas encadré, j'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Les archives, le monde de l'audiovisuel. Et j'ai accueilli une thésarde à l'époque, c'était une élève de Marc Ferraud, qui était historienne, et faisait sa thèse sur l'histoire contemporaine et sur le rôle du cinéma et de la télévision dans l'image de la résistance. Je lui ai dit, je vous ouvre les archives de l'INA, vous prenez tout ce que vous voulez, on vous fournira tout ça gratuitement, ça coûtait 8 000 francs par jour à l'époque, hein, une journée de consultation d'archives. Et vous faites votre thèse comme vous voulez. Maintenant, elle est prof à la Sorbonne. Elle a créé d'ailleurs une équipe, elle a une quinzaine de jeunes chercheurs qui travaillent là-dessus. Faire de l'histoire aujourd'hui, sans connaître l'histoire de la photographie, du cinéma, leur rôle dans l'élaboration du pouvoir, c'est pas sérieux. Or aujourd'hui, on ne fait pas ça. Elle le fait, mais elle est une exception. Et je peux vous dire qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec l'inspection générale. Donc, parce qu'on disait, on disait il y a encore 10 ans, l'histoire c'est l'écrit. Sinon, c'est pas de l'histoire. Il y avait Marc Ferraud, on le respectait, on le laissait faire son truc, mais on le tolérait. Mais c'est une révolution épistémologique, pour le reprendre le terme, de l'histoire qui est derrière tout ça. Alors, voilà pourquoi je dis qu'il faut partir de l'université. Maintenant, les profs sont dans les écoles et les élèves surtout sont dans les écoles. On ne va pas attendre que l'université, pendant 15 ou 20 ans, réfléchisse à tout cela. Donc il faut faire des choses. Et bien là, justement, il faut revenir à ce que disait Michel Serres. Il faut développer, moi j'appelle ça de la recherche contributive. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre 10 ou 15 ans d'avoir repensé ce que c'est qu'une thèse d'histoire ou de physique pour aujourd'hui intervenir tout de suite dans les classes. Mais par contre, on doit mettre en place, on devrait, moi si j'étais ministre, c'est ce que je ferais. Je lancerais de grands problèmes, je lancerais 500 ou 1000 thèses sur ces sujets-là, et je les ferais travailler avec les gosses dans les écoles, tout de suite, pour faire ce qu'on appelait autrefois de la recherche-action. Kurt Lewin a développé ça aux États-Unis, ensuite c'est venu en Europe, et ça a donné des résultats formidables, en psychiatrie en particulier. Aujourd'hui, on est obligé de redévelopper ce genre de choses. Avec les technologies numériques qui permettent, en plus, qui sont collaboratives, on peut créer vraiment des groupes de recherche-action avec des chercheurs, des directeurs de recherche, des profs, des élèves, des parents, parce qu'il faut impliquer les parents, et des hommes politiques. Donc il y a énormément de choses à faire. Je sais, vous partagez cette idée que, alors que, je dirais, les parents, en règle générale, ont plutôt le sentiment... c'est ce qu'ils développent très bien, ce que j'ai appelé la présomption de compétence. Exact. Mais aujourd'hui,
conclure là-dessus, les parents ont plutôt le sentiment que l'espace de l'enseignement est menacé par l'outil informatique, qu'il faut revenir aux fondamentaux, savoir prendre un crayon, savoir écrire. Savoir... Oui, là, on a plutôt le sentiment que... Non, non ni lui ni moi ne sommes d'accord sur ce... Aucun retour en arrière n'est possible. Le retour en arrière serait simplement de l'intégrisme destructeur et dévastateur encore plus. D'ailleurs, il est possible d'ailleurs que ça soit l'essai de retenir l'ancien qui est responsable en grande partie de l'écroulement de l'école, ça c'est sûr. Oui. La question des parents qui disent il faudrait apprendre à écrire et tout ça, c'est la question de ce dont parle Michel Serres dans son livre, qui est la motricité, la reconquête de la motricité. Effectivement, il peut y avoir un rapport aux médias électroniques en général, numériques ou pas, de passivation qui est catastrophique, où on arrête de travailler par soi-même. Ce que veulent les enfants, je dirais, plus que les parents, c'est redevenir moteurs, c'est-à-dire reconquérir une motricité. Mais on peut tout à fait développer une pédagogie numérique, si je puis dire, totalement destructrice de la motricité. La question n'est ni le numérique, ni le pas numérique. La question, c'est le savoir dans son rapport à ces prothèses. Il y a plusieurs rapports possibles à ces prothèses. Il y a des rapports qui développent du non-savoir, de la bêtification, comment Goebbels, par exemple, est un théoricien de cela, hein, un grand théoricien, qui mène à la fois une politique de destruction de la langue décrite par Victor Klemperer et toute une pensée de la propagande qui propose à Fritz Lang de devenir le patron de Babelsberg, etc. etc. Bon. Et puis, il y a d'autres façons de poser les problèmes. Alors après, est-ce qu'il faut, par exemple, Zimmerman et Christakis, deux neuropsychiatres, deux pédopsychiatres de Washington, disent pas les enfants jamais devant les écrans animés avant 3 ans, voire 5 ans. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? C'est parce qu'ils ont fait des études, ils ont suivi 3300 familles, et c'est ce que dit Michel Desmurget, avec lequel je ne suis pas d'accord par ailleurs, parce qu'il est archi radical, mais il est totalement excessif. Mais si vous voulez, par exemple, ce que disent Zimmerman et Christakis, c'est que la consommation de ce genre de médias, à un certain âge, ça crée des phénomènes synaptogénétiques irréversibles qui font qu'ensuite il ne veut plus y avoir de base d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il le montre là avec des statistiques, et l'Université du Maryland l'a montré sur 45 000 familles. Donc ce sont des choses énormes. Il était connu que l'apprentissage de l'écriture recrutait des terminaisons nerveuses assez fines pour permettre par la suite toutes sortes de métiers, y compris la chirurgie du cerveau, par exemple, tu vois, parce que ça recrutait. Évidemment, si on arrêtait d'apprendre l'écriture, on perdrait ce type de possibilités du point de vue moteur. Alors c'est vrai que le côté du corps, enfin le côté moteur est important, et je dis souvent que je distingue moi les médias d'après la position du corps. C'est-à-dire si tu regardes la télé, tu es en position passager, et si tu es devant ton ordinateur, tu es en position conducteur. Pilote. Si c'est en position conducteur. Et le corps ne trompe pas. Oui. Et il est intéressant d'être toujours en position conducteur et non pas en position passager. Et dans les futures classes, on sera dans les deux positions? Je ne sais pas. Pour ce qui concerne les futures classes, tu devrais plutôt t'adresser à Mme Soleil. Par rapport à ça, si vous permettez un petit mot juste sur la question des classes et de la classroom, de la salle, parce que c'est ça le sujet que pose d'abord Michel Serres. Il se produit quelque chose de très 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 important. En ce moment, en particulier aux États-Unis, pas seulement au Japon, en Corée, c'est les universités deviennent des éditeurs. Je veux dire par là que demain, le problème d'une grande université américaine, ce ne sera pas de combien j'ai d'élèves dans ma classe, c'est combien j'ai de hits sur mes programmes vidéo.